Bonjour, bon après-midi tout le monde. On a eu un super panel ce midi politique. On a eu le concours Vert Hubert aussi. On est déjà rendu à l'avant-dernier panel de la journée. Salutations aux gens en virtuel qui sont encore parmi nous cet après-midi. C'est pas terminé, on a encore plusieurs contenus à vous livrer, plusieurs informations super pertinentes pour vous. Maintenant, on va parler de commerce en ligne et d'achat local. Évidemment, la crise, la pandémie a amené plusieurs entreprises à revoir leur modèle d'affaires, à s'adapter à la crise sanitaire et à poursuivre leurs opérations dans un contexte où l'accueil de clientèle est plutôt restreint. Au travers ces temps difficiles, on a assisté également à un mouvement collectif d'attachement pour l'achat local. Il y a différentes initiatives d'ailleurs qui ont été mises en branle durant les 2 dernières années. Donc, on va tout de suite passer à la présentation de nos panélistes. On a déjà eu, dans les dernières minutes, notre premier panéliste qui est Jonathan Hamel, qui est gestionnaire des affaires publiques chez Uber depuis mars 2020, donc qui s'est très bien présenté, donc je ne vais pas en rajouter davantage. Merci. Et on aura aussi Isabelle Matt, qui est titulaire d'un baccalauréat en biotechnologie de l'Université de Sherbrooke et professionnelle de la recherche sur le cancer. Isabelle se fait constamment rattraper par sa passion pour les arts et la création. En 2017, elle a lancé Ses petits pigments sur les réseaux sociaux, un univers entièrement basé sur ses aquarelles éclatées. De chercheuse fondamentale et coordonnatrice de biobanque à artiste, propriétaire et amoureuse du fait au Québec. 5 ans plus tard, riche d'une forte communauté derrière elle, cette amoureuse des collaborations entre entreprises du Québec voit maintenant ses illustrations aux couleurs vives se retrouver aux 4 coins de la planète, ainsi que sur une variété de produits d'entreprises d'ici, grâce au commerce en ligne. En mars 2020, elle a lancé son premier cours d'aquarelle en ligne pour tous, avec des milliers de cours vendus depuis. On peut dire que sa passion de l'aquarelle est contagieuse, un parcours intéressant. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. On a Martin Malenfant, qui vient de la Gaspésie, qui est parti ce matin aux petites heures pour nous rejoindre aujourd'hui. Sincèrement, bravo. Merci d'être là. Qui est de l'érablière, en fait, Escuminac, qui, depuis 1998, le maître acériculteur qui produit un sirop d'érable biologique 100% pur, issu d'une forêt unique, de la plus haute qualité. La forêt centenaire située à Escuminac jouit d'un climat et d'un territoire unique. Ce microclimat en fait un des meilleurs endroits au monde pour la production du sirop d'érable, comme la Bourgogne pour le pinot noir. Le sirop d'Escuminac est exporté dans plus de 8 pays et servi dans les plus grandes tables parisiennes, entre autres, grâce au commerce en ligne là aussi. Et Escuminac compte 65 000 en taille dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Merci d'être là. Et finalement, pour animer le tout, on a Luc Poirier, qui est directeur développement compte majeur industriel chez Lumen, le plus grand distributeur de matériel électrique au Québec. Il œuvre dans le secteur des nouvelles technologies en automatisation et en réseautique industrielle depuis plus de 25 ans. Il est également responsable de la mise en marché et de l'exécution des plans d'affaires des logiciels d'entreprise de Rockwell Automation, un des fabricants pionniers dans l'intelligence des objets et l'automatisation manufacturière. C'est aussi notre président du comité Manufacturier, Exportation et Innovation à la FCCQ. Luc, la parole est à toi. Merci, Philippe. Alors, merci d'être là. Martin, pas trop dur. 3 heures ce matin, il est parti de la Gaspésie. Il faut venir ici. Vraiment, là. Bravo. Bon, écoutez, on va commencer par le segment de commerce en ligne. Je vais y aller avec Martin, justement. C'est quoi étaient les avantages du commerce en ligne pour ton entreprise? Comment ton modèle d'affaires, est-ce que ça a évolué avec le commerce? Comment tu pourrais expliquer ça à partir, mettons, du début de la pandémie, là? Bien, j'avais débuté la vente en ligne un peu avant la pandémie, mais je dirais que pour une petite entreprise comme moi, là, bien, percer des gros marchés, c'est pratiquement impossible. Tandis que développer un système de vente en ligne, bien, c'est le consommateur qui achète, puis il achète avec ses yeux. C'est pas mettons, le distributeur ou le grossiste qui va acheter. C'est vraiment le consommateur qui va décider. Ça fait que ça rouvre les portes à des petites entreprises de pouvoir montrer leurs produits
à plus d'endroits en même temps. Là. C'est vraiment, ce côté-là, je pense que c'est vraiment important. Là. Toi, Isabelle, comment ça a changé ton entreprise d'aller en ligne? Ça a complètement changé l'image de mon entreprise. Là. Le début de la pandémie, ça m'a permis vraiment de changer tout mon commerce de détail qui se faisait dans les boutiques et dans des points de vente qui étaient fermés. Donc, j'ai saisi l'opportunité vraiment de répondre à une demande qui était là depuis longtemps, d'offrir des cours. Souvent, c'est des cours qui vont se faire en atelier ou on se déplace dans différentes villes pour rencontrer la clientèle. Là. Avec le contexte de la pandémie, c'était clair pour moi que ça allait être une offre qui allait se développer en ligne. Donc, ça a complètement changé. L'offre, elle a été super bien accueillie par la communauté. C'est quelque chose que les gens peuvent faire de la maison quand ils sont confinés. C'est quelque chose qu'ils peuvent faire à leur rythme. C'est un produit qu'ils peuvent acheter et consommer plus tard. Donc, puis c'est passif aussi. Donc, on entend, on entend souvent d'offrir des produits passifs. Au niveau de la rentabilité, c'est assez difficile à battre. Donc, moi, ça a complètement changé. Là. Les cours en ligne, ça a pris quelques mois, puis ça a pris 80 de mon chiffre d'affaires. Quand même. Oui. Puis après ça a modifié aussi plus loin l'image de mon entreprise puis mon offre de produits aussi parce que les magasins traditionnels de fourniture étaient fermés. Donc, il a fallu que je monte une espèce de concept de distribution du matériel pour la clientèle qui voulait suivre les cours mais qui n'était pas équipée. Moi, je m'adresse vraiment aux débutants, aux familles, aux femmes à la retraite. Je m'adresse vraiment à un éventail large de gens. Donc, ça m'a permis de développer aussi une ligne de produits qui allait aller de pair avec mon offre de cours en ligne. Puis, avec la livraison rapide partout au Québec, bien, les gens pouvaient recevoir rapidement leurs produits sans avoir à apprivoiser un peu l'univers de l'aquarelle ou se présenter en magasin pour acheter puis voir les produits. Ils pouvaient se fier à mon expertise, recevoir un ensemble de matériel par la poste puis être prêt à faire tous les cours qu'ils veulent. Donc, ça a tout changé. Cool. Jonathan, bien, on a peut-être un autre contexte parce que là, déjà, vous étiez une entreprise fondamentalement en ligne, donc avant la pandémie. Par contre, ça a créé d'opportunités dans d'autres aspects. Je pense que c'est ça. Oui. Bien, c'est intéressant le premier point que vous faites parce que pour plusieurs personnes, Uber Eats, c'est une compagnie de transport. Mais nous, une compagnie de technologie, on a une application. Puis dans le cas qui nous occupe ici avec Uber Eats, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite la livraison pour les commerçants. La pandémie, bien entendu, ce que ça a fait en sorte, les magasins se sont fermés, les restaurants ont fermé. Donc là, nous, on est venu faciliter, je peux dire ainsi, dans certains cas, l'ouverture de nouveaux marchés. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas dans l'espace du commerce en ligne. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en relation avec leur clientèle qui, maintenant, des fois, ne souhaite plus se déplacer à certaines occasions parce qu'il y a vraiment deux expériences de clients. L'expérience du client qui veut se rendre au magasin, se rendre au restaurant pour vivre une expérience ABC. Il y a aussi maintenant une expérience de commerce en ligne. Souvent, on entend que le temps, ça ne s'achète pas, mais je pense que c'est faux parce que le commerce en ligne permet aux clients d'acheter du temps. Ce qu'on permet aux commerçants, c'est d'avoir une livraison qui est la plus simplifiée possible pour le client. C'est intéressant parce que, dans le fond, c'est comme tu dis, ça a donné d'autres options qui, auparavant, n'étaient pas nécessairement disponibles ou pas nécessairement dans le réflexe des gens de le penser. Exactement. Ça permet d'ouvrir de nouveaux marchés, de mieux rejoindre leur clientèle. Là. Puis, Martin, tu as parlé tantôt comme quoi que ça a ouvert des marchés pour ton entreprise, mais est-ce que tu as eu des embûches au départ, en développement ou futur? De quelle façon que tu as vécu ce changement assez drastique quand même de ton entreprise? Quelles ont été les embûches que tu as pu voir à l'intérieur de ça? Bien, je dirais, développer une plateforme en ligne, développer des ventes sur Amazon. Exemple, tu prends un pays, puis là, tu vas te mettre à mettre de l'effort de vente, mettre de la publicité. Là. Bien, avant d'atteindre une rentabilité, là, on parle de 3 années. 3 ans. Puis rentrer sur une plateforme à l'étranger, là, bien, au niveau papier, au niveau toute la logistique de ça, là, logistique de transport, logistique d'entrepôt, là, il y a 1 an d'ouvrage dedans avant de commencer à faire des ventes. Là. Et c'est quand même important comme investissement. Puis c'est aussi, c'est des investissements, mais ce n'est pas des investissements tangibles.
Fait que tu vas acheter une machine, là, ben, ça se finance, puis c'est du tangible. Tandis que tu vas développer une plateforme, tu vas mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, mais tu n'as rien de tangible là-dedans. Là. Ça fait que c'est vraiment c'est ton cash flow là, qu'il faut qu'il supporte ça. Là. C'est quand même c'est un embûche quand même assez important, ça. Toi, Isabelle, j'imagine dans tout le développement des choix ou des cours, des accessoires, tout ça, j'imagine que ça n'a pas été toujours à 100% là, comme tu peux appréhender. Il doit y avoir eu certaines embûches ou certaines choses, des surprises là, que tu as vécues. Est-ce que tu peux en partager quelques-unes? Oui, bien, le principal défi que moi j'ai rencontré, c'était vraiment au niveau du positionnement, là, parce que le positionnement de mon entreprise est principalement en ligne. Je n'ai pas de pignon sur rue. Fait que se positionner dans un univers où que ton principal compétiteur, c'est YouTube, puis que tout est gratuit, c'est un petit défi. Donc, c'est certain que de s'entourer avec une équipe de marketing, puis de vraiment créer un univers, là, ça fait le lien un petit peu avec le sujet de l'achat local, mais je pense que ça l'a vraiment permis de propulser mon offre. C'est le fait que c'était local, que c'était une entreprise d'ici, que le concept était quand même assez novateur. C'était pas des tutoriels, c'était vraiment expliqué pour qu'un enfant de 5 ans puisse réaliser une super belle aquarelle. Fait que le concept à développer a quand même été un défi. Puis après ça, de le faire connaître aux gens, de faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'il y avait de différent versus s'ils consultaient YouTube ou d'autres médias accessibles gratuitement. Ça a quand même été un pas pire défi. Là, fait que je pense que, oui. Puis au niveau, Martin parlait de à peu près 36 mois, au niveau de résultats concrets. Est-ce que toi, tu as eu aussi dans le sens, dans quel temps que ça a pris pour avoir des résultats concrets financièrement, là aussi que c'est devenu positif? Ça a été quand même assez rapide. Là. Je pense que c'est vu la nature de mon produit aussi, un produit numérique. Il n'y a pas d'entrepôt à louer, il n'y a pas d'exportation à faire dans un autre pays pour la distribution. Tout est en ligne. Puis la beauté du commerce en ligne, c'est l'automatisation aussi. Là. Les gens reçoivent leur accès, même s'ils commandent à 3 heures du matin. Ils ne sont pas obligés d'être en magasin pour commander leur cours. Donc, c'est certain qu'il y a cette facette-là qui joue beaucoup dans mon modèle d'entreprise. Là. La rentabilité était quand même assez rapide. Là. Je dirais que la majorité des dépenses, c'était pas tant le matériel ou la location de local ou ces affaires-là, c'était vraiment le marketing, là, de se faire connaître. Puis en parallèle avec ce que Martin disait, se positionner sur Amazon, tu joues dans une mer de grands, se positionner avec son propre site web, de ressortir dans les résultats de recherche, se positionner aussi dans notre communauté, que les gens comprennent que cette offre-là est nouvelle, que tu n'es pas juste une illustratrice parmi tant d'autres. C'est plein de petits défis comme ça qui demandent de l'investissement, c'est certain, mais moi, j'ai vraiment été comme une petite tortue, là, si je peux dire. J'ai vraiment été à tâter le marché, puis quand j'ai vu qu'il y avait vraiment une demande, puis la demande était vraiment forte pour ce genre d'activité-là l'année passée, c'est ce que les gens recherchaient. Ils voulaient occuper leur enfant qui n'était plus à l'école, ils voulaient se déconnecter du stress de leur nouvelle réalité. Donc, dès que j'ai vu que ça avait le potentiel d'être rentable, c'est sûr, j'ai fait des investissements en conséquence, mais le retour était quand même pas instantané, là, mais assez rapide. Assez rapide. Oui. Toi, j'entends, j'imagine que ça doit être différent dans un contexte de plan d'affaires, parce que Uber existait déjà, donc vous autres, c'était un segment de service qui était à développer. Est-ce que la croissance de ce développement-là a été selon vos attentes ou il y a eu des embûches qui ont été... Bien, plus tôt aujourd'hui, on avait M. Tremblay de Pacini. Je lève mon chapeau aux restaurateurs qui ont été fermés du jour au lendemain. Avec Uber Eats, avant la pandémie, ce qu'on faisait, c'est qu'on complétait les salles à manger. Les gens se déplaçaient au restaurant, puis dans certains cas, ils décidaient de rester à la maison, puis ils commandaient de la nourriture. Ce qui est arrivé avec la fermeture des restaurants, c'est que maintenant, il n'y avait plus de salles à manger, donc les restaurants, pour avoir la livraison, faisaient affaire avec nos services et d'autres. Ce que ça a amené comme défi, ça, c'est que la croissance du nombre de restaurants qui voulaient avoir nos services a été fulgurante, mais il n'y avait pas tous les mêmes besoins. Parce que ce qu'on fait avec Uber Eats, souvent on entend qu'Uber Eats, c'est un service de livraison, mais en fait, Uber Eats fait 3 choses. Bien entendu, on facilite la livraison. On aide toute la question administrative. Ce que ça veut dire, ça, c'est passer l'argent du livreur
aux restaurants, aux clients. Mais aussi, on génère des clients envers les restaurants étant affichés sur l'application. Exemple, ce soir, je veux manger du spaghetti. Je mets spaghetti, ça va me sortir plein de restaurants à proximité que je ne connaissais peut-être pas, où je peux avoir du spaghetti. Un des exemples qu'on a vécu, c'est qu'il y a plein de restos de quartier qui nous ont dit « Moi, je n'ai pas besoin que tu me génères des nouveaux clients. J'ai déjà ma base de clients, mais j'ai besoin d'un service de livraison. » Donc, on a développé un produit dans ce sens-là. Il a fallu qu'on soit à l'écoute et qu'on soit flexible pour développer des produits rapidement parce que la demande était importante. Puis les restaurants, chaque jour qui étaient fermés, chaque jour qu'il n'y avait pas de service de livraison, un petit peu de take-out, mais c'était très, très difficile pour eux. D'accord. Dans tout ça, il y a un aspect mettre vos produits en ligne, il y a un aspect marketing. Évidemment, il y a un aspect de marketing traditionnel, puis un aspect de marketing en ligne, donc le nouveau type de marketing ou un hybride des deux. Martin, toi, de quel côté tu as fait des modifications? Parce que là, tu as dit, OK, moi, je vais y aller par un territoire géographique, je vais le développer, je vais aller à un autre territoire géographique. Ça, c'était ton modèle d'affaires, de le développer comme ça, avec un produit niche. De quelle façon que tu as évolué ton marketing d'un marketing, j'imagine, traditionnel à un marketing maintenant que tu es en ligne, puis dans des territoires étrangers? Oui. En réalité, c'est du marketing web sur Amazon. Dans le fond, il y a des stratégies de marketing que tu vas adhérer à ça. Tu vas comme, il y a des mots que tes mots, là, ta séquence de mots que tu vas mettre là, à une importance. Puis c'est tout un développement. Puis c'est quand même très pointu. C'est pas moi qui l'ai développé, là, mais ça prend du monde qui a des compétences. Tu n'as pas eu à avoir un département de marketing ou une équipe de marketing dans ton entreprise? Ouais, non, c'est ça. Moi, ça prend une équipe, justement, qui va développer ça. Là. OK. Ouais. OK. Puis toi, Isabelle, comment tu l'as établi, ce marketing-là? Oui, bien, mon marketing passait beaucoup par le coup de cœur. Il n'y a personne qui cherche sur Google qui offre des cours d'aquarelle en ligne. Là. Je vous dirais que le niveau de recherche est assez faible. Par contre, l'avantage du marketing numérique avec les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, puis TikTok aussi maintenant, là, on peut même pas le tasser. Là, il prend vraiment beaucoup plus de place qu'avant. Je réussissais à atteindre des gens, à leur expliquer que l'offre était existante sans même qu'ils cherchent à faire ce genre d'activité-là. Là. Mais les réseaux sociaux, ils profitent beaucoup aux artistes visuels comme moi, aux entreprises qui ont vraiment une offre coup de cœur, là, que ce n'est pas un besoin vraiment, mais que ça répond quand même à un besoin que les gens avaient sans savoir nécessairement que la solution, c'était juste de prendre un pinceau et de passer 1 heure avec moi à peindre un projet. Je n'ai jamais vraiment fait de marketing avant le marketing nécessaire pour les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait de marketing très traditionnel, à part me déplacer en salon, faire des présences à différents endroits. C'est certain, comme Martin dit, Amazon, c'est une belle plateforme. Etsy aussi, c'est une belle plateforme, dépendamment des entreprises, du type d'entreprise, du type de produit. As-tu besoin de sous-traiter à des spécialistes pour designer, par exemple, ton site web, des choses comme ça? Est-ce que tu as eu besoin de sous-traiter ou embaucher quelqu'un qui va faire cette gestion-là? Oui, non. Non, good. Mais en fait, je suis vraiment, dans ma description, Philippe l'a oublié, mais je suis vraiment une slasheuse compulsive. Là. Tout ce que je peux apprendre dans la vie, je l'apprends. Okay. Je développe des passions sans même savoir que j'allais développer une passion. Là, je m'en rends compte quand je suis en train de le faire. Fait que le site web, je l'ai monté, je l'ai optimisé, j'ai pris des formations pour le SEO, pour avoir des résultats dans les résultats avoir des résultats, ouais, c'est ça, dans les recherches des gens. Puis, les réseaux sociaux, c'est la même chose. Là, j'ai appris sur le tas, j'ai suivi des formations. Par contre, le marketing, c'est vraiment, vraiment pas ma zone de génie. Là. Se vendre en tant que tel, moi, je trouvais ça bien compliqué. Puis, trouver un peu comment monter toute la présence en ligne, là, puis comment atteindre les bonnes audiences, puis tout ça j'ai vraiment délégué. Puis, j'ai engagé un spécialiste aussi, analyste de données, pour m'aider justement. C'est bien beau faire du marketing, mais est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce qui rapporte le plus? Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on mette son énergie dedans? Donc, ça rejoint ce qu'on disait ce matin, la valorisation des données. Oui, exactement. Tu as embauché quelqu'un pour justement
bien filtrer, bien gérer ces données-là. Exactement, exactement, parce que c'est une des beautés du commerce en ligne, c'est la collecte de données qui vient avec ça, tu sais, les visiteurs de notre site web, notre clientèle, puis c'est beaucoup jumelé avec les réseaux sociaux, le remarketing sur les réseaux sociaux aussi. Donc, la valorisation des données, dans notre cas, pour le commerce en ligne, c'est de l'or, là, c'est certain. Là. Fait que d'avoir des spécialistes qui sont vraiment capables de faire le tri là-dedans, puis de vraiment être capables de faire ressortir les grandes lignes, puis de faire ressortir les informations pertinentes pour nos actions. Je pense que c'est une bonne partie à déléguer, même quand on est slasheuse. Puis, Jonathan, la pandémie, là, du côté entreprise de service, est-ce que tu considères ça, que ça a provoqué un thinking out of the box à l'intérieur de Uber? Est-ce que c'est quelque chose qui était une opportunité pour vous autres, puis vous avez profité de ça, ou bien ça a été difficile, des choses comme ça? De quelle façon que, par rapport à juste, parce que vous êtes de base, comme tu as dit tantôt, une application en ligne. Donc, le service en ligne, c'était déjà fait puis opérationnel. Mais là, la pandémie, elle a fait quoi exactement? Elle a perturbé quoi dans votre business? Bien, une de tes questions, ça a été difficile. Chez nous, il y a environ 24 des employés qui ont été licenciés au courant de la pandémie. Ça n'a pas été une période facile. Du jour au lendemain, les gens ont cessé de se déplacer. Oui, du côté de Uber Eats, sa livraison a cru de manière assez exponentielle, mais dans l'ensemble, ça a été une période assez difficile. Maintenant, comme tout le monde, on s'est retourné et on s'est dit comment est-ce qu'on peut croître au travers de ça. Puis pour croître au travers, ça a passé beaucoup par une diversification. On avait déjà commencé à faire, par exemple, de la livraison d'épicerie avec Métro au Québec. Mais là, on a élargi, on continue d'élargir la gamme de produits qui se trouvent sur l'application. Là, en ce moment, au Québec, on peut passer de quelques fleuristes qu'il y a sur l'application, des épiceries fines spécialisées dans certains quartiers de Québec, de Montréal, aux Jean Coutu, au Walmart. Ce que l'on souhaite, c'est que ce soit davantage facile pour les gens de se procurer certains biens du quotidien puis qu'ils puissent tous les retrouver au sein même de l'application. Puis je reviens à ce que je disais tantôt, il y aura toujours une plus-value à se déplacer en restaurant, en magasin dans certains cas, mais quand ce n'est pas pour ces raisons-là, on souhaite que les gens puissent utiliser l'application pour gagner du temps. Puis toi, Martin, est-ce que ça l'a provoqué ou accéléré, la pandémie, ton développement, ta vision que tu avais de ton entreprise? Qu'est-ce que ça l'a fait exactement? C'est sûr que la pandémie là, a accéléré les ventes en ligne ont explosé pendant la pandémie. Puis même si les plateformes auraient réussi à tout fournir, à livrer ce qui était demandé, les ventes auraient été encore meilleures que ça. Puis cette année, là, on se rend compte que la pandémie commence à diminuer. Puis dans certains secteurs d'activité, là, les ventes ont régressé ou la croissance a vraiment redevenu à un niveau plus normal. Okay. Mais c'est sûr que la pandémie a eu un impact majeur, puis je pense que c'est une tendance qui va rester. OK. J'imagine, Isabelle, toi, ça l'a comme créé ton entreprise, dans le fond. Hein? Oui, ça l'a complètement transformé, c'est certain. Je pense que l'après-pandémie, comme on discutait tout à l'heure, les habitudes de consommation puis l'achat local, je pense que c'est une mentalité qui a été forgée de plus en plus au travers de la pandémie. Puis je pense que c'est quelque chose qui va tendre à rester. Donc, les entreprises ont intérêt à mettre de l'avant leur présence en ligne, puis mettre de l'avant aussi leur appartenance locale. Le commerce en ligne nous permet de se faire connaître au niveau local, nous permet de se faire voir au niveau national, international. Une fois que ta plateforme est créée, que ce soit ton site web, que ce soit Amazon, une fois que tu es installé, c'est quelque chose que tu continues à bonifier et à optimiser dans le temps. Le gros du travail est fait. C'est sûr que ça... Oui, c'est ça. Ça change beaucoup. Ça tombe bien que tu tombes sur ce sujet parce que c'est le deuxième sujet du bloc par rapport aux achats locaux, les achats locaux. Il y a eu plusieurs campagnes, etc., mouvements beaucoup très médiatisés de focuser sur l'achat local pendant la pandémie. Les
première, deuxième, troisième vague, etc. C'est encore, moi, du côté du comité manufacturier, quand on a une quarantaine de membres, là, puis quand on a des rencontres de comité, c'est un peu flou parce que on va rechercher une certaine forme de définition précise qu'est-ce qui est un achat local ou un produit local. Donc, souvent, on a dit selon la couleur, est-ce que c'est bleu pâle, bleu foncé, bleu royal, bleu marin, par rapport à l'entité complète du produit ou du service par rapport géographiquement au Québec. Toi, Martin, comment est-ce que tu te sers justement d'être une entreprise québécoise, fondamentalement basée en Gaspésie, où il y a bien de la neige, je pense? Là? Mais qu'est-ce que ça t'apporte d'être un produit local et de quelle façon tu t'en sers dans ton entreprise? Mais je te dirais que là, je fais des ventes quand même, des bonnes ventes localement, mais c'est vraiment pas mon plus gros marché. Là. Tu sais, c'est comme je disais, au Québec, là, il y a beaucoup de sirop d'érable disponible. Moi, comme je dis, c'est comme vendre du sirop d'érable au Québec, là, c'est comme essayer de vendre des billets au Lac-Saint-Vain. C'est pour ça que il y a une bonne qualité de produit, puis le produit est abondant un peu partout. Là. Localement, c'est difficile de développer une grosse croissance. Dans le fond, c'est parce qu'il y a plus de compétition. Il y a beaucoup de producteurs un peu partout au Québec. Puis il y a beaucoup de monde qui ont un parent proche, qui ont un érablière ou un mononcle. Il y a beaucoup d'approvisionnement qui se fait de cette façon-là, qui se faisait avant la pandémie, puis qui se continue encore. Puis toi, Jonathan, dans un contexte, justement, dans une entreprise de service, de quelle façon, j'imagine, ça doit profiter aux restaurateurs, j'imagine. Bien, je pense que ça les a aidés à rester en vie pour plusieurs. Il y a plusieurs restaurants qui n'avaient pas de service de livraison, qui ont travaillé avec nous pour en mettre sur pied. Comme je disais tantôt, on a été flexible pour essayer de développer des options qui pouvaient correspondre aux besoins de chacun, parce que, bien entendu, au Québec, la gamme de restaurants, elle est très vaste. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc, on a essayé d'être flexible pour les appuyer. Puis, sur la question que tu mentionnais, je ne sais pas, fabriqué au Québec ou peu importe, ce qui est intéressant aussi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le produit, mais il y a aussi le commerçant. Est-ce que le commerçant, dans l'achat local, est-ce que c'est un petit commerçant qui vend des produits québécois ou est-ce que c'est un gros joueur qui, lui aussi, va vendre des produits québécois? Donc, la question de l'achat local, je pense que tu mettais le doigt dessus, la définition. C'est là que tu se joues. Oui, c'est assez, pas flou, mais c'est... Moi, je pense que du côté commerce en ligne au détail versus un commerce en ligne business, un B2B, il y a une différence dans la définition d'un achat local. Je pense que si je vais à l'épicerie, je regarde une laitue, puis j'ai le logo « Produit du Québec », bien, c'est sûr qu'à la base, c'est fait ici, c'est local. Par contre, il y a des produits qui vont être des produits fabriqués, manufacturés, qui vont utiliser des matières premières qui viennent d'ailleurs. Tu sais, comme toi, Martin, tes produits sont entièrement ici. Là, ouais. Puis j'imagine, Isabelle, c'est un peu la même chose, dans le sens que toi, c'est des cours, tes accessoires, tout ça, c'est toutes des choses qu'on peut se procurer localement. Donc, déjà, en partant, l'association d'un produit local, elle est relativement facile pour le consommateur. Mais à certains égards, dans la définition, c'est peut-être un peu plus flou du côté de Uber à ce niveau-là. Isabelle, la compétition, comment tu vois ça? Là? La pandémie, elle s'en va tout doucement, puis tout ça. Comment tu prévois ça, la compétition? Bien, je suis assez zen avec ça. Moi, j'ai l'esprit de compétition très peu développé. Là. Je suis très, très focus sur mes trucs, puis j'essaie vraiment de m'inspirer de la compétition pour faire différent. Fait que la compétition qui s'inspire de moi pour faire identique, ça me stimule. C'est quelque chose qui me pousse à toujours me dépasser, à faire preuve d'innovation, à essayer de toujours bonifier mon offre, de me diversifier aussi dans mon offre. Tu sais, c'est certain que les cours en ligne, c'est ma vache à lait, là, on ne se le cachera pas, mais je suis vraiment plus dans un esprit de collaboration en général que d'esprit de compétition. Là. Fait que, tu sais, il y a des entreprises qui peuvent très bien collaborer, même s'ils sont dans des domaines
connexes. Fait que je pense que c'est plus là-dessus que je mets mes efforts plutôt que sur l'esprit de compétition ou défier la compétition. J'essaie vraiment de rester dans le positivisme. Tantôt, tu parlais des médias sociaux. Ouais. Est-ce que tu perçois les médias sociaux comme la compétition, dans le sens qu'ils vont reprendre une partie de ce que tu fais, des choses comme ça? Est-ce que ça te crée des craintes, à ce niveau-là? Bien, tu sais, au niveau des petites entreprises du Québec, on a un réseau qui est assez bien établi, bien ficelé, qui est très présent là, sur les réseaux sociaux. La communauté de l'achat local, puis la communauté aussi des petites entreprises est très présente. Puis il y a un support qui se crée, tu sais, un peu en non-dit, mais de fierté, tu sais, de s'entraider. C'est certain que quand une offre qui est vraiment beaucoup semblable à ce que moi j'offre est proposée, dans cette communauté-là, il y a des red flags qui se lèvent. Là, tu sais, j'ai eu des démêlés à chaque semaine là, à gérer des copies, à gérer des offres qui ressemblaient vraiment beaucoup aux miennes. Mais je pense qu'il faut se placer au-dessus de ça. C'est comme quand on produit du sirop d'érable, on a un univers à notre sirop d'érable, il est fait à tel endroit. C'est des particularités qu'il faut mettre de l'avant. Bien, moi, je pense que pour mon entreprise, c'est un univers, c'est moi que les gens achètent. Fait que ça ne pourra pas être copié, ça ne pourra pas être... C'est vraiment intrinsèque à qui je suis puis comment je pense à mon modèle d'entreprise. Donc, oui, il faut se méfier un peu de la compétition. Oui, il y en aura toujours. Je pense que c'est vraiment de se placer dans pas une ligue à part, là, ça fait super prétentieux, de se placer dans son propre univers puis de valoriser ça, de se rapprocher des clients, de connecter avec notre communauté, de créer un sentiment d'appartenance. Je pense que il y a plusieurs facteurs sur lesquels on peut jouer pour diminuer le mauvais côté de la compétition, l'effet que la compétition pourrait avoir sur notre offre. Ouais. Toi, Martin, produit niche, comment tu vois ça, la compétition? Parce que, comme tu as dit tantôt, des érablières, c'est comme le bleuet, il y en a beaucoup. Fait que, de quelle façon tu vois ça, toi? Parce que là, tu disais, principalement, exportation, right? Mais tu as quand même de la compétition. Oui. Bien, dans le fond, je suis un produit de niche. Ça fait que je ne suis pas en compétition avec les gros joueurs de l'industrie qui sont plus dans le produit traditionnel, bouteille traditionnelle. Là. Mais plus ça va, là, plus on voit du monde là, qui copie notre image, qui copie, mettons, notre façon de faire, chercher les mêmes mots que nous autres, qui les utilisent. Là. Fait que théoriquement, c'est parce qu'on fait une bonne job, là, mais mais je veux dire, oui, il y a du monde qui... Puis tu réagis comment à ça, quand tu vois ça? Tu essaies de créer d'autres choses? Je pense que, gars, on a un bout de fait. Ça fait qu'on continue dans ce sens-là, puis on continue à innover quand même. Là. OK. Fait qu'on a encore des choses à développer, puis la compétition, ça fait partie de la vie. Là. Toi, Jonathan, c'est ta compétition concrète, est-ce que ça existe? Est-ce qu'elle existe? Ça existe, puis la pandémie a fait en sorte qu'il y a de nouveaux joueurs qui se sont engagés sur ce marché-là. Puis c'est tant mieux. Comme je disais tantôt, l'expérience client dans le commerce en ligne, le client souhaite que ce soit le plus facile possible, le plus rapide possible, mais il y a aussi l'expérience pour le commerçant. Comment est-ce que le commerçant va faire affaire avec la plateforme qui est le lien entre lui et le client? Il va avoir confiance, il veut que ce soit rapide, et ainsi de suite. Donc, la diversification, la compétition, bien, ça fait en sorte que, je reviens tantôt, ce n'est pas tous les joueurs qui ont le même besoin. Donc, plus il y a compétition, plus ça force tout le monde à se développer, offrir un meilleur service autant pour le consommateur que le commerçant. Alors, oui, il y en a, puis il y en a de plus en plus, puis c'est tant mieux. Là. Excellent. Martin, vraiment pour toi, là. OK? Dans le sens de ta business de produits niche, érable, tout ça, tu as besoin de matières premières. Tu as besoin de matières premières pour faire tes choses. C'est comment ça marche, la gestion des stocks? Tu parlais tantôt d'Amazon. C'est quoi la gestion comment ça fonctionne, la gestion des stocks avec Amazon? Puis est-ce qu'on sait que la chaîne d'approvisionnement, excusez l'expression, mais la chaîne de BC, elle a débarqué là, au niveau de l'approvisionnement. Est-ce que ça t'affecte? Puis comment tu vis ça avec ta gestion de matière? La pandémie, ce côté-là était vraiment difficile. Nos achats, là, mon fournisseur de boîtes qui était à 4 à 5 semaines, là, bien, il est à 12 semaines. Fait que gérer les achats 12 semaines, puis après ça, quand tu les reçois, il faut que tu fabriques, tu fasses toute
ton processus d'embouteillage, il faut que tu fasses tes envois. Les envois, là, ils s'envoient pas vite. Là. Fait que ça finit que entre quand tu décides de faire une certaine production, puis qu'il soit rendu disponible sur une plateforme, là, c'est plusieurs mois. Là. Fait que gérer tes inventaires pour pas qu'il en manque, mais puis en même temps pas en avoir trop, là, c'est rendu un défi quasiment. Ça n'a aucun sens. Toute la logistique et l'effort qu'il faut que tu mettes là-dedans, c'est vraiment dur à prédire. Puis avant la pandémie, ça, tu ne le voyais pas. Là. Tu sais qu'un transport en Europe, c'était 5 semaines. Mais là, ça peut être 2 mois. Puis ça peut bloquer, mettons, au port, puis ça bloque là, puis ça reste là. Puis c'est comme. Avec ce bout-là, il est difficilement gérable. Isabelle, l'avènement, là, évidemment, pendant le confinement, tes cours en ligne, tout ça, mais le bénéfice de tout ça, pour ton entreprise, ça se situe à quel niveau? Puis à partir de là, c'est quoi ton plan de match? C'est quoi, Isabelle, dans 12, 24, 36 mois, où est-ce que la pandémie va faire partie de notre quotidien? On va dire ça comment, je ne sais pas à quel niveau. Mais c'est quoi ton plan de match de ton entreprise? Parce que là, le commerce en ligne t'a donné un kick-off. C'est une belle histoire de la pandémie qui t'a créé cette entreprise-là, qui était très positif. Mais là, c'est quoi la suite des événements? C'est quoi ton plan de match? Oui, bien, je pense qu'on est déjà un peu dans le comportement post-pandémie. Là, les gens ne sont plus pognés chez eux à rien faire. Les activités ont repris. Ça nous a quand même donné un bon barème là, à quoi s'attendre pour la suite. Moi, j'ai beaucoup misé sur la fidélisation de mes clients. Peut-être, comme je disais au début, c'est rien d'essentiel là, comme offre, mais les gens, la fidélisation des gens m'a vraiment permis d'assurer une certaine continuité au mouvement qui a été initié par le manque d'activité, puis le besoin de se divertir, puis d'occuper les enfants pendant la pandémie. Puis c'est certain que ce modèle-là reviendra probablement plus, mais l'apprentissage qu'on en a fait, le développement de la clientèle aussi, la collecte de ces données-là va vraiment me servir à viser d'autres marchés. L'année prochaine, c'est au niveau anglophone. On va essayer de s'établir un petit peu plus au niveau national, puis forcément international aussi, là, Amérique du Nord. Les plans sont là. Oui. C'est bon, c'est bon. Puis toi, Jonathan, j'imagine du côté d'Uber, parce que tu as dit tantôt que vous étiez parti d'un service, vous avez fait une diversification de ces services. C'est quoi les prochaines étapes par rapport à toute les prochaines étapes au Québec, c'est de continuer à construire les relations qu'on a créées. Comme tantôt je disais, là, on a quelques fleuristes. On passe des fleuristes jusqu'à Walmart. Il y a un large éventail entre. Puis, l'application, elle est là pour répondre aux besoins des consommateurs. Et les besoins des consommateurs ont grandement évolué pendant la pandémie. Ils vont aussi évoluer au cours des 18, 24, 36 prochains mois. Je pense que le défi, ça va être de s'arrimer aux besoins des consommateurs qui ont changé. Mais le défi aussi, je pense, pour les commerçants, puis nous aussi chez Uber, c'est de s'ajuster en temps réel. Le consommateur, lui, il va peut-être changer de manière assez rapide, mais en tant que commerçant, comme nous, on est dans le service, on ne peut pas s'ajuster en quelques heures. Là. Tantôt, je parlais de créer des produits. On est une compagnie de technologie. Ce que ça veut dire, il faut programmer. Moi, je ne suis pas un informaticien, encore moins étudiant en génie. Quand je suis arrivé chez Uber, moi, je suis arrivé chez Uber là, le jeudi avant le lundi où est-ce qu'on a tout shuté down. T'sais. Moi, je pensais qu'on passait une commande, puis en 24 heures, c'était programmé. Là, mais ça prend des semaines pour programmer les choses avec parmi les meilleurs au monde. T'sais. Fait que le défi, ça va être de s'arrimer aux besoins des consommateurs puis essayer de prévoir les besoins en amont. Ce que j'aime de vous trois, c'est que la pandémie, ça a été difficile, plein de choses, plein de monde. Dans notre quotidien, etc. Mais c'est rafraîchissant de vous écouter parce que c'est des belles choses qui sont passées, c'est positif. 2 entreprises nées du Québec puis qui grandissent, puis tout ça. C'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on en parle pas assez de tout ce qui s'est passé de bénéfices quand même dans une tragédie mondiale. Mais il y a quand même des belles choses qui se sont faites. Puis là-dessus, je vous tire mon chapeau parce que
quand on est, tu t'en parlais tantôt, Isabelle, là, tu disais, quand on est à côté, au pied du mur, tout ça, bien, tu n'as pas grand choix, tu as deux façons de penser. C'est, OK, qu'est-ce que je fais pour sortir de là ou créer des choses? Puis c'est un peu toi la même chose, Martin. Puis, c'est quoi tu m'as répondu? Je dis, il faut être en mode solution, là, c'est certain. Il faut voir les opportunités, même quand on a l'impression qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça, d'être en mode solution, d'essayer de penser autrement, carrément sortir, think outside the box, mais là, c'était une grosse boîte de pandémie. Il fallait sortir de la grosse boîte de pandémie puis carrément repenser comment on fait nos activités régulières. Est-ce qu'il y a moyen de s'adapter, quitte à changer carrément notre modèle d'entreprise pour voir ça comme une opportunité de se diversifier. Puis, on reviendra au modèle d'avant s'il faut en temps et lieu, mais je pense que ça ne s'applique peut-être pas à tous les domaines et à tous les champs, les différentes entreprises, c'est certain, mais j'ai essayé de voir le positif. Je pense qu'il y en a toujours. Là. Il y a toujours une façon d'apprendre sur soi, de s'améliorer dans la vie. Fait que j'ai essayé de penser comme ça aussi pour mon entreprise, c'est comment je pourrais l'améliorer vu le contexte. Fait que je pense que c'est c'est une façon de penser en général qui a été, en recherche, c'est beaucoup ça. Là, on part d'hypothèses, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Hein. Fait que faut penser au-delà des connaissances qu'on a, puis essayer d'en trouver des nouvelles, puis de se développer selon le nouveau contexte. Ouais. Puis Martin, toi, quel message que tu envoies à tous les gens qui ont une petite idée d'entrepreneuriat, puis de situation de créer quelque chose au Québec, puis local? C'est quoi le message que tu vas leur dire, là? Bien, moi, je dirais que, dans le fond, le monde n'a pas arrêté de consommer. C'est rien qu'ils ont changé leur façon. C'est de regarder ce qui se passe, puis de s'adapter pour, justement, prendre la balle au bon. Là. Puis, vous avez saisi l'occasion du commerce en ligne, les 3 entreprises. Vous avez pris ça en main. Vous avez créé une fidélité de clients. On a profité à certains égards de l'achat local. Tu as créé une expérience client qui n'existait pas au niveau des services de livraison pour les restaurateurs. Donc, ça donne une publicité à le restaurateur. Tout ça basé sur, à la source, le commerce en ligne, puis l'achat local. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment pertinent d'avoir utilisé ces 2 paramètres-là dans 3 business différentes, puis vraiment que ça donne une belle croissance. Bravo, félicitations. Là-dessus, on va passer aux questions. S'il y en a qui veulent savoir l'état des routes de la Gaspésie, il y a Martin qui est là. Y a-t-il beaucoup de neige? Bien, non, pas tant que ça. Il y a le temps d'en tomber. Sur la première... question là-bas. Bonjour, Luc. J'aime ça poser des questions. Écoute, moi, j'ai une question au niveau de la stratégie web. Vous avez parlé d'Amazon, je pense. J'oublie votre nom, monsieur qui Martin. est Martin. Est-ce que vous avez regardé, parce que chez Amazon, il y a vraiment là, toute une stratégie. Là, il y a la stratégie de base, là, mais il y a l'autre stratégie d'être populaire, que les gens disent que votre sirop d'érable est meilleur que l'autre sirop d'érable, et ainsi de suite, pour avoir des points. Et il y a tout un pan en technologie là, qu'on voit, là, des robots, parce que vous savez, l'intelligence artificielle, on peut mettre des robots aussi de notre côté pour aider à promouvoir les produits sur Amazon. Est-ce que vous avez utilisé ce type de technologie-là? Bien, pas présentement, mais dans le fond, il y a des outils qui sont sur Amazon qu'il faut utiliser, puis vraiment là, mettre beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Si tu veux vendre, là, il faut que tu sortes dans la première page. Puis le défi, là, c'est de graduellement réussir à monter dans la première page. Parce que si tu es dans la 3e page, là, tu ne vends pas. C'est vraiment le côté publicité, le côté suivre d'autres produits là, pour justement monter puis finir par être sur la première page. Là. Et toi, Isabelle, as-tu utilisé ça aussi? As-tu utilisé des stratégies autres que ceux de te positionner en SEO sur les sites web?
Je suis un peu présente sur différentes plateformes, là, mais je n'ai pas engagé de robot, non, mais peut-être que je pourrais parler à ma collègue qui est spécialiste de robots à ma table. Mais non. Et pourquoi tu n'es pas sur LinkedIn? Parce qu'on essaie tu es sur toutes les plateformes, mais tu n'es pas sur LinkedIn, les plateformes qu'on a chez les entrepreneurs. Oui, je ne sais pas, on dirait que je ne m'identifiais pas tant que ça comme entrepreneur avant la pandémie, là, si on veut. Là, ça a commencé par accident, là, mon projet. Là. Fait que je me suis pas, je sais pas, syndrome de l'imposteur, je sais pas, là, j'étais comme dans un autre domaine complètement avant, tu sais, puis on a nos propres réseaux, tu sais, avant LinkedIn, il y avait d'autres réseaux pour se connecter puis interagir. Fait que j'ai pas fait le saut encore, mais probablement que c'est quelque chose que je devrais mettre sur le to-do list. Mais fais-toi-en pas, je suis pas sur TikTok puis je suis pas sur Instagram. Faut choisir ses batailles. Puis au niveau vente, là, vente sur Amazon puis vente sur ton site web, c'est deux façons complètement différentes. Là. Sur Amazon, c'est les outils d'Amazon qu'il faut que tu utilises comme marketing. Tandis que si tu viens sur ton site web, là, c'est vraiment les réseaux sociaux qu'il faut que tu développes. Là. Oui, les SEO, les réseaux sociaux. Puis, tu sais, on n'a pas parlé. Là, si je peux donner un conseil à ceux qui ont des petites entreprises comme nous puis qui cherchent justement par où commencer, se faire connaître les réseaux sociaux, tu sais, ça ne coûte pas grand-chose de se créer une page. Je pense que l'important, quand on parle de commerce en ligne, c'est d'être là où nos clients sont. Puis, tu sais, mes clients, ils ne savent même pas qu'ils me cherchent quand ils me trouvent. Là. Donc, les réseaux sociaux, ça sert beaucoup à ça, à avoir de l'exposure. Puis, les partenariats entre entreprises aussi. Tu sais, dans le mouvement d'achat local, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose qui me fait complètement triper. Là. Tu sais, on voit souvent des partenariats entre... on a entendu plusieurs aujourd'hui. On a entendu Pascal avec Air Canada, les restaurants avec Uber Eats. C'est quelque chose qui peut servir à se faire... à accroître notre présence en ligne puis à faire connaître notre commerce en ligne. Puis au-delà de ça, entre les entreprises, il y a tout le monde des influenceurs là, qu'on en entend beaucoup parler, mais chaque propriétaire d'entreprise a sa communauté, chaque propriétaire d'entreprise a son bassin de clients, ses abonnés sur Facebook. Puis c'est une mine de données et d'informations et de clients qui sont déjà intéressés par l'achat local, qui veulent découvrir des érablières du Québec, qui veulent découvrir des artistes du Québec, qui veulent découvrir des restaurants qu'ils ne connaissent pas. Fait que ce réseau-là devrait être mis de l'avant et partagé entre les entreprises du Québec. Faire des collaborations entre entreprises du Québec, c'est vraiment de partager nos bassins de clients puis de donner une exposition à d'autres entreprises. Fait que de s'associer comme ça, je pense que c'est une stratégie aussi qui peut être pas trop compliquée et assez profitable d'élaborer des nouvelles collaborations de temps en temps pour ceux qui démarrent leur commerce en ligne. Je pense que c'est une voie à explorer. Hein. Merci, une belle observation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui. Bonjour, Caroline Deguire de la Chambre de commerce d'industrie de Laval. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire au niveau du référencement et de la visibilité intercollectivité. Ça peut être dans une collectivité ou autre. On entend beaucoup cette requête de visibilité-là sur le terrain. Je voudrais vous amener ailleurs au niveau de ce virage de commerce en ligne pour les commerçants qui ne l'ont pas encore fait. Ils sont nombreux, pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui n'ont pas encore amorcé ou qui l'amorcent à reculons. Ils l'amorcent à reculons parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas vraiment le choix, ils ne s'y connaissent pas. Et le message qu'on a, écho du terrain, c'est qu'ils disent, on est en pénurie de main-d'œuvre. Mon équipe, ce n'est pas vraiment de la main-d'œuvre spécialisée, c'est des métiers non spécialisés. Et si en plus, il faut que je leur apprenne à utiliser les systèmes informatiques, recevoir les plaintes, faire de l'expédition, tout ça à partir de la maison mère, ils ne sont pas outillés, ils ne savent pas comment, je suis en pénurie. Tout le monde me dit qu'il y a des subventions pour aller justement me donner un coup de main pour faire le transfert, mais je ne suis pas prête à l'accepter ou à l'absorber. Il y a trop d'éléments dans cette chaîne de réussite, de réalisation. Mais vous êtes passé par là. Puis certaines de ces affaires-là font peut-être écho à des choses que vous avez vécues. Si vous aviez justement un conseil, truc et astuce, une recommandation pour tous ces entrepreneurs-là qu'on représente, nous, puis qu'on le sait qu'on a de la misère à les faire boire l'eau à la source quand on l'amène le cheval à l'eau, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Aidez-nous à les convaincre,
parce qu'on veut les amener dans ce virage-là collectivement. Merci. Je peux répondre. Je peux te répondre concrètement par rapport à nous, chez Lumen. Le commerce en ligne, c'est du B2B. On fait affaire avec des entreprises. On n'est pas dans le commerce de détail. Donc, c'est du B2B. Le commerce en ligne chez nous, ça représente 61 personnes. Si on n'aurait pas le commerce en ligne, c'est 61 personnes de plus qu'on aurait eu à embaucher. Et je peux te garantir que la pancarte « Nous embauchons » est encore en avant. Donc, c'est des tâches de prise de commande que le commerce électronique, le commerce en ligne a réduit les marges d'erreur. Ça a accéléré le processus, ça a accéléré la logistique de la chaîne d'approvisionnement, des commandes aux fournisseurs, sachant que tout était automatisé. Puis en même temps, les tâches que les gens qu'on avait, bien, ces tâches-là ont été plus vers le service à la clientèle. On les a donné de différents rôles qui ont fait que l'entreprise a pu croître plus rapidement. Pourquoi? Ça revient à ton point de tantôt, c'est la fidélisation des clients. Donc, les clients qui ont du service, ils reviennent, la commande est plus rapide et tout ça. Donc, nous, au départ, on s'avait fait un mandat de dire, quand le client prend une commande sur notre application, un entrepreneur électricien, par exemple, fait une commande jusqu'à 8 heures le soir, il peut avoir, dans la grande région de Montréal, il peut avoir le matériel à 6 heures le lendemain matin. C'était notre défi. Puis, on l'a fait, en moyenne, on roule à peu près entre 90 et 95 % un taux de réussite là-dessus. Mais la fondamentale, c'est que ça remplace 61 personnes. Ça n'a pas détruit la job de 61 personnes. Ça a relocalisé ces gens-là. Donc, pour répondre à ton point de dire quelle façon que les gens vont prendre à reculons, mais justement, quand ils donnent, parce que dans la business, moi, je vois 2 virus, là. Il y a eu la COVID, puis il y a le virus du stacose. Puis ça, il n'y a pas de vaccin encore pour ça. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Puis souvent, quand on le voit dans l'entrepreneuriat, de partir puis faire face un peu à ce que tu as fait, c'est-à-dire que, OK, on a une problématique majeure, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, des choses comme ça? Bien, ça revient à ton point, c'est que si on recule, mon compétiteur, il va avancer. Fait que ça nuit. Fait que il faut voir ça, que tout ce qui est commerce en ligne, puis Uber, c'en est exactement un parfait exemple, c'est qu'on peut progresser, ça va aider l'entreprise et non pas la faire reculer. C'est complètement l'inverse. On a tellement besoin de gens qu'il faut automatiser. Bien, si on peut automatiser avec le commerce en ligne, go, go, go. Fait que oui, chez nous, c'est 61 personnes. Si je peux rajouter un petit point aussi par rapport aux arguments pour pousser les gens à aller vers le commerce en ligne, il faut se dire que ça représente un pignon sur rue 24 heures sur 24, mais pas juste à Drummondville ou à Saint-Hyacinthe ou à Québec ou à Sherbrooke. Ça représente un pignon sur rue au Québec. Ça représente aussi, comme Luc l'a dit, une opportunité d'automatiser certains processus qui auraient demandé des heures physiques à quelqu'un des faire. Ça peut se faire dans la nuit, dans votre commerce, sans que personne ait à superviser ça. Donc, je pense qu'il faut voir les bons côtés. Je comprends que ça représente de prendre les bouchées doubles pour plusieurs. Si je peux m'avancer, moi, je suis tout seul dans mon entreprise. J'ai une équipe marketing que je sous-traite, j'ai un analyste que je sous-traite, mais les commandes, le service client, la production des cours, j'édite mes cours, je fais la mise en ligne de mes cours. C'est vraiment, ça se fait par du monde. C'est de changer un petit peu notre façon de voir, puis peut-être aussi de valoriser les ressources qu'on a déjà, puis de les amener dans un nouveau besoin, peut-être aussi de faire voir les nouveaux besoins à des employés, puis peut-être que ça pourrait stimuler aussi des gens comme moi qui aiment apprendre des nouvelles, avoir des nouveaux défis, apprendre des nouvelles connaissances. Bien, il y en a dans vos entreprises. Vous pouvez peut-être avoir ça comme ressources supplémentaires que vous ne doutez pas qui sont déjà à vos côtés. Donc, je ne sais pas si ça répond à la demande. Oui. Puis, moi, je dirais aussi là, que si tu veux aller en ligne, il faut vraiment que tu prennes une décision d'y aller. Là.
Puis si tu veux que ça fonctionne, là, bien, il faut que tu prennes les nouveaux outils de communication, toutes les applications qui sont disponibles, avoir un système comptable qui parle à tes outils. Là. Si tu fonctionnes de la même façon que la vente traditionnelle, là, ça va vraiment augmenter la charge de travail. Mais si tu as des outils connectés, bien, il y a beaucoup d'automatismes qui vont se faire. Puis ça, c'est vraiment important de le faire, je pense. On a le temps pour une autre question. Mireille Lalancette de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan. Je m'adresse beaucoup à toi qui est en commerce en ligne seulement. On a vécu le blackout Facebook, Instagram pour les gens qui ne vivent que du commerce en ligne. Leurs clients se trouvent sur ces plateformes. Un plan B, un plan D, un plan W. On parle de cybersécurité aussi, beaucoup le commerce en ligne. Est-ce que toi, tu as développé des outils autres qui te permettent à pallier à ces blackouts-là qui pourraient réarriver dans le futur? Oui, bien, je pense que la clé, c'est vraiment la diversification de notre présence. Là. Les réseaux sociaux, ils occupent une grande partie de nos efforts marketing puis de ma façon de communiquer avec ma communauté. Mais c'est certain que je ne mets pas tous mes œufs dans le panier Facebook ou dans le panier Instagram. Là. On a d'autres plateformes comme Etsy, on a d'autres plateformes comme Amazon. On a nos sites web aussi qui peuvent être indépendants, là, qui peuvent rallier notre communauté. Ils savent où nous trouver nécessairement. Fait que je pense que la diversification de nos présences en ligne, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger parce qu'effectivement, si on met tous nos efforts sur une page Facebook ou tous nos efforts sur une boutique Amazon, bien Amazon, je pense qu'on en avait discuté au préalable avant le panel d'aujourd'hui, mais si Amazon décide que tu ne fais plus l'affaire, que tu ne respectes pas leurs standards, que ton produit, pour X raisons, n'est plus compatible avec leur plateforme, bien, ils tirent sa plug. Tu n'as pas de ressources, même si tu vas chercher un avocat, tu n'as pas de ressources contre Amazon. C'est vraiment eux qui prennent les décisions, qui contrôlent qui vend sur leur plateforme. Même chose pour Etsy. Fait que je pense que d'utiliser ces outils-là, ça fait partie de la diversification. D'utiliser les réseaux sociaux, ça fait partie de la diversification. D'avoir son propre site web, ça fait partie de la diversification. Ouais. Parce que Amazon, c'est une plateforme que tu vas pouvoir développer rapidement, mais effectivement, là, Amazon peut décider que du jour au lendemain, tu ne vends plus. Là. Fait que si tu développes ta stratégie sur ton site web à toi, ben, tu vas avoir, mettons, deux canaux de vente différents. C'est deux façons de faire différentes, là, mais je pense qu'à long terme, il faut que tu y ailles avec ton site web aussi. Oui, absolument. Ça te permet de garder le contrôle aussi sur comment tes choses sont présentées. T'sais, Amazon, il faut que tu suives leurs standards de boutique. Ton site web, tu peux le faire comme tu veux. Tu peux vraiment le faire à ton image. Fait que je pense que de commencer notre présence en ligne sur certaines plateformes, ça peut avoir un super bon avantage parce que ça te met en contact avec une clientèle qui est déjà existante. T'sais, tout le monde ici a déjà magasiné sur Amazon, je suis certaine. Fait que ça peut être une façon de commencer qui peut s'appliquer à différents types de commerce. Mais de se diversifier, ça doit être vraiment pas loin dans les plans. Il ne faut pas négliger le fait que sur les différentes plateformes, on n'a pas vraiment le contrôle sur notre présence sur ces plateformes-là. Fait qu'il faut se diversifier. Lumen, Uber Eats, Érablière Escuminac et ces petits pigments, allez voir leur site Internet, allez les encourager, allez voir leur plateforme. Ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup pour ce panel. C'était vraiment intéressant. Merci.